Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle actualité Covid. Je suis avec Sylvie Bonne, infirmière coordonnatrice, et Nathalie Réginaud, infirmière hygiéniste du CEPIAS. Il y a aussi le docteur Anne-Sophie Valentin aussi qui est présente ici avec nous pour la présentation de l'actualité Covid. Alors on va commencer. Alors tout d'abord une petite diapo de données épidémiologiques dans la région. On voit qu'on est en phase assez forte de l'épidémie, avec dans la région plus de 500, presque 600 même, cas pour 100 000 habitants, dans dans les dernières données, avec un taux d'occupation aussi des lits de réanimation de 26% par les patients Covid. Et, euh, et aussi, donc, on peut voir donc là, en rose, pour la région, pour le taux d'hospitalisation de patients Covid pour 100 000 habitants, qui est à 40, pour la région Centre-Val de Loire. Donc ensuite, on peut voir aussi les données au niveau de la région, l'incidence de la Covid par tranche d'âge, au niveau des différentes classes d'âge. On voit que pour chaque tranche d'âge à partir de 10 ans, l'incidence augmente. Cette incidence atteint même 700 cas pour 100 000 habitants chez les plus de 40 ans, entre 40 ans et 49 ans, et chez les plus de 90 ans. Un petit point aussi sur les clusters qui nous ont été aussi déclarés au niveau du CEPIAS, depuis le mois d'octobre. On peut voir qu'il y a une, euh, une augmentation, du nombre de clusters. En fait, là, on est mi-décembre, on est à 21 clusters qui nous ont été signalés, et pour certains, on a été sollicités euh, pour des questions. Le nombre également de cas augmente aussi, a tendance à augmenter depuis le mois d'octobre. On voit avec la moyenne, oui, qui augmente. On passe de 8 à 12 cas en moyenne par cluster. Une médiane qui augmente aussi, qui passe de 6 à 7 cas. Et donc, si on regarde aussi les nombres minimaux et maximaux euh, de cas par mois, on peut voir que en décembre, on a pu avoir des clusters qui atteignaient 45 cas, euh, Covid. Donc, les points qui vont être abordés pour cette actualité, donc un point sur le variant Omicron, un point sur la vaccination, le rappel, un point sur les mesures de prévention et les conduites à tenir autour de cas de Covid. Euh, donc tout d'abord, un point sur le variant Omicron. Donc le variant Omicron est apparu, on l'a vu, fin novembre de l'année dernière, avec une sévérité moindre des symptômes. Et donc il y a une diversification génétique assez importante au sein de ces mêmes variants. Donc là, il y a le soulignage, au niveau des soulignages, il y a le BA5, où il y a une diversification génétique assez marquée, qui lui permet un échappement immunitaire. Donc ça peut être au niveau un échappement immunitaire, que ce soit au niveau des vaccins, que c'était les vaccins monovalents avant qui étaient proposés. C'est un échappement immunitaire aussi qui est possible au niveau de la réponse immunitaire de l'organisme à l'infection de Covid liée au variant BA5. Euh, donc, c'est un variant aussi qui représente plus de 90% des soulignages retrouvés, dans les prélèvements au niveau national. C'était ouais, c'était des chiffres qu'on avait de la fin du mois de novembre dernier. Et donc, le variant Omicron il est aussi marqué par des symptômes,
qui apparaissent le plus fréquemment pour ce variant. Donc, il y a tout d'abord la toux, avec plus de la moitié des cas qui présentent de la toux. Également aussi, dans la moitié des cas, près de la moitié des céphalées. Il y a aussi des rhinorrhées, des odynophagies et des myalgies. Et aussi donc la fièvre aussi, et aussi un peu moins fréquemment de l'arthralgie. Euh, donc, quelques points sur la vaccination. Euh, il y a eu une proposition de couverture automnale qui a été, oui, la couverture vaccinale automnale, donc une autre dose de vaccin qui a été proposée euh, à la population. Donc, il y a plusieurs indications. Elle est très fortement elle n'est pas obligatoire, mais très fortement recommandée. Donc, les populations qui sont particulièrement ciblées sont les résidents d'EHPAD et du SLD, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes à risque de formes graves, donc les immunodéprimés, les personnes qui souffrent de plusieurs comorbidités. Également, il y a les femmes enceintes dès le premier trimestre et les personnes qui sont dans l'entourage des personnes vulnérables à un risque de forme sévère, dont les professionnels, notamment des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Donc, il y a eu plusieurs vaccins qui sont disponibles. Donc, il y a les vaccins bivalents à ARN messager. Donc, il y a le Comirnaty et le Spikevax bivalent qui ciblent le variant original et les variants Omicron, les sous-variants BA4 et BA5. Et également des vaccins monovalents ici, qui sont des vaccins antigéniques ici, qui, en fait, qui contiennent la protéine S. C'est le Vidprevtin et le Nuvaxovid. Donc, la HAS a émis un tableau synthétique d'indications et de schémas d'administration. Donc, en règle générale, la vaccination automnale est possible à partir de 6 mois après la dernière injection et au moins 3 mois après la dernière infection. Il y a des particularités pour les résidents d'EHPAD et du SLD, les patients de plus de 80 ans et les patients déprimés. Le rappel automnal est proposé dès 3 mois après la dernière injection ou la dernière infection de Covid. Donc, ce sont les vaccins bivalents à ARN messager qui sont recommandés en priorité. Donc, le Comirnaty bivalent, donc, qui est recommandé, qui est indiqué dès 12 ans. Donc, comme on peut le voir ici, toutes les catégories ici sont éligibles au Comirnaty bivalent. Le Spikevax, lui, est indiqué à partir de 30 ans. Et donc, en seconde intention, donc les vaccins qui contiennent la protéine S, donc le Nuvaxovid et le Vidprevtin, sont recommandés dès 18 ans, mais ils ne sont pas recommandés chez la femme enceinte et chez les patients immunodéprimés. Donc également, avec la couverture vaccinale automnale, il y a une vaccination couplée avec celle de la grippe aussi, qui est possible et recommandée avec la circulation. Il y a la circulation aussi du virus de la grippe, en plus de la Covid. Donc l'administration des deux vaccins est possible le même jour et sans, oui, ou à des jours différents, mais quand elles sont administrées, quand les vaccinations sont couplées, il n'y a pas d'augmentation des effets secondaires potentiels. Donc, un point sur les mesures de prévention.
Donc tout d'abord chez les professionnels, donc il y a la vaccination qui est fortement recommandée hein, parmi les mesures de prévention. Euh, donc chez les professionnels, il y a le suivi aussi et la surveillance de l'apparition de symptômes évocateurs. Donc on l'a vu, l'incubation va de 2 à 14 jours avec une moyenne de 3 jours. Donc on a vu avec les signes cliniques les plus fréquemment reportés hein, chez le variant Omicron, donc dont la toux, la céphalée et la rhinorrhée. Euh, oui, bien sensibilisé sur le fait de ne pas venir travailler et de réaliser un- une PCR Covid. Les mesures de base sont les mêmes, hein, c'est des mesures de protection continues. Donc, il y a le port du masque chirurgical continu, une hygiène des mains régulière aussi, et la vaccination aussi, hein, qui sont aussi des mesures de protection continue. Donc, il y a aussi eu des mentions de précautions standards plus, donc renforcées en période épidémique. Donc, il y a la poursuite de précautions standards pour tout patient. Et également, donc, en période épidémique, hein, de respecter aussi les précautions standards plus, donc renforcées. Donc là, il y a la distanciation physique dès que le port du masque n'est pas possible. Et autant que possible, le masque chirurgical en continu, que ce soit chez les professionnels ou autres intervenants. De réserver le masque FFP2 pour tout geste générant des aérosols, comme la kinésie respiratoire, euh, l'intubation ou la ventilation non invasive, et les aérosols aussi. Euh, Donc, le masque FFP2 peut être indiqué aussi dans les procédures qui génèrent des aérosols ou les procédures sont fréquemment réalisées, hein, les procédures qui génèrent des aérosols. Il peut être indiqué aussi pour les personnes à risque de forme grave sur indication de la médecine du travail et dès l'entrée dans un secteur Covid où la ventilation est insuffisante. Donc pour le port de gants, hein, c'est le respect des précautions standards qui reste ici valable. Et la protection oculaire ici pour tout patient en cas de soins rapprochés ou si les patients ne sont pas masqués. Et donc pour le port du masque chirurgical, si c'est possible de le faire porter par les patients et les résidents, ça c'est quelque chose qui parfois, oui, c'est un plus, c'est pas toujours C'est pas possible, pas possible, ouais. mais c'est vrai que quand on peut Euh, c'est ça, hein. ouais, dans l'idéal, quand une personne entre dans sa chambre ou quand le patient quitte sa chambre. Donc il y a aussi le port du masque aussi hein, Dès dès l'arrivée l'arrivée pour les- pour les visiteurs, oui. Un petit rappel sur le port du masque chirurgical, hein, les bonnes pratiques, avec les liens qui doivent être autour des oreilles, la barrette nasale bien ajustée et, euh, et le masque recouvré pendant le nez et la bouche. Il va sous le menton. Donc, il y a quelques situations, oui, non conformes qui peuvent être observées, hein. C'est le masque, comme on peut le voir, sous le nez, sous le menton ou suspendu aux oreilles. Et aussi, donc, pour les masques où les liens sont annoués, que les liens sont inversés ou alors que les liens soient tous au-dessus des oreilles, ce qui peut créer des fuites sur les côtés, des bâillements sur les côtés. Donc, bien sûr, éviter de manipuler le masque
quand il est en place et de le changer dès qu'il est humide ou souillé. Et donc, il y a une hygiène des mains à réaliser aussi avant et après chaque manipulation du masque. Euh, donc, concernant le port du masque FFP2, donc, on a vu, il est réalisé, il est indiqué pour les gestes à risque d'aérosolisation et pour les personnes à risque de forme grave ou en situation d'échec de vaccination. Et donc là, ce qui est important ici pour le masque FFP2, c'est de bien rappeler de réaliser le test d'étanchéité, hein, le fit check. Donc en fait, c'est de bien plaquer de vérifier qu'il n'y a pas de fit en fait sur les côtés. Et donc en fait, c'est avec une inspiration forcée, en fait, le masque, le FFP2 a tendance en fait à venir se plaquer contre le visage. Il y a un petit lien en bas. Oui, et on a aussi mis en bas de la diapo en fait un lien vers une vidéo courte et explicative sur le port du masque FFP2. Donc on l'a vu, hein, le port de gants, hein, est à réserver dans le cadre des précautions standards, hein, avec une exposition à des liquides biologiques, une muqueuse ou une peau lésée, et également une exposition aux produits chimiques, hein, notamment pour le bio-nettoyage. Euh, donc, donc les gants, rappelez que les gants sont à retirer à la fin du soin et doivent être associés à une hygiène des mains après le retrait. Et oui, éviter le port en continu des gants. Donc une petite diapo en fait pour rappeler qu'il y a eu un outil régional, hein, qui a été créé sur le bon port de gants, hein, avec des affiches et une vidéo explicative sur le bon usage des gants. Donc c'est un outil, hein, qui est disponible aussi sur le site, hein, du CEPIAS. Donc aussi important, donc ce sont les mesures de base, hein, les mêmes qui étaient recommandées, hein, depuis les premiers variants. Donc lors des temps de pause et de repas. Donc oui, quand il y a une absence de masque, il est important de respecter la distanciation physique. Pour les endroits clos, de limiter le nombre de personnes pour permettre la distanciation physique, d'aérer régulièrement les locaux et de mettre à disposition la solution hydroalcoolique, hein, pour pouvoir réaliser une hygiène des mains régulièrement. Donc maintenant, les mesures de prévention pour les patients et les résidents. Euh, il faut surveiller il est important de surveiller l'apparition de symptômes évocateurs. Et donc, dès le moindre signe clinique, d'appliquer les précautions Covid dans l'attente des résultats du dépistage. Ensuite, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-social, encadrer les visites, hein, pour les visiteurs symptomatiques ou cas contact, de reporter, demander de reporter la visite. Demander aussi le port du masque en continu, ce qui est pas évident, pas toujours évident. Et donc et une hygiène des mains régulière, hein, donc à l'arrivée et au départ. Euh, donc sensibiliser aussi sur la distanciation, donc d'au moins 2 mètres, hein, quand il n'y a pas de port de masque. Et donc privilégier les activités collectives et les repas en petits groupes pour les, pour les patients résidents qui ne sont pas Covid positifs. Donc aussi, donc la chambre, il y a la mise en chambre individuelle, hein, qui est nécessaire si l'hospitalisation nécessite
des gestes au risque d'exposition pour le voisin de chambre, donc comme les oxygénothérapies à haut débit ou les kinésies respiratoires. Donc la chambre individuelle est fortement recommandée, hein, pour les patients qui ne sont pas immunisés ou à risque de forme grave de Covid ou les patients qui ont des troubles du comportement. Donc si la mise en chambre individuelle est impossible, donc la chambre double est possible pour deux patients atteints de Covid, quel que soit le variant. Donc pour deux patients qui ne sont pas immunodéprimés et qui sont immunisés. Euh, en service en MCO, donc la chambre double est possible pour les patients qui ne sont pas immunisés et qui n'ont pas de signes cliniques évocateurs de Covid depuis 24 à 48 heures. Et, et, euh, donc le délai est augmenté à 5 jours s'il est prévu en fait d'admettre un voisin de chambre qui est à risque de forme grave. Euh, donc, en SSR et en SLD, la chambre double est possible pour les patients euh, qui sont hospitalisés depuis plus de 14 jours sans signes cliniques évocateurs de Covid, pour les patients non immunisés, avec une PCR négative au 14e jour et en l'absence de contexte épidémique dans le service. Donc, d'autres mesures de prévention, c'est l'aération renforcée, hein, au moins 10 minutes toutes les heures, sans générer de courant d'air. C'est vrai qu'avec les températures actuelles, c'est un peu difficile, mais il est possible aussi d'aérer sur des durées plus courtes, mais de façon plus fréquente. Donc une autre mesure, c'est le bionettoyage renforcé avec un produit détergent désinfectant virucide, d'augmenter la fréquence et en privilégiant les zones les plus fréquemment manipulées, comme les interrupteurs et les rampes, de, et, aussi, nettoyer ou désinfecter les sols quotidiennement, Dans la mesure du possible. quand c'est possible. Donc ensuite, donc, conduite à tenir autour d'un cas. Donc, globalement, il n'y a pas eu de grand changement, hein, depuis il n'y a pas eu de nouvelles recommandations. Donc, les conduites à tenir au cours chez un professionnel de santé qui est positif. Donc, c'est une éviction de 7 jours, dont au moins 48 heures sans fièvre. Donc, une éviction qui peut être raccourcie à 5 jours si il y a un dépistage négatif à J5 et une absence de symptômes depuis au moins 2 jours. Si le professionnel est asymptomatique ou peu symptomatique, euh, il est possible de maintenir le professionnel en poste, hein, notamment comme c'est fréquemment le cas avec les tensions hospitalières, hein, les problèmes de ressources humaines, tout en renforçant les gestes barrières, en évitant dans la mesure du possible les mouvements collectifs sans port de masque et en limitant les contacts dans la mesure du possible aussi avec les collègues. Donc pour les contacts à risque des professionnels positif. Donc, il est recommandé le suivi par un dépistage entre J2 et J4 du dernier contact. Et pour les professionnels qui ont été évincés, au retour pendant 7 jours, il faut respecter strictement les gestes barrières. Aussi, oui. Je précise. Ah oui, Nathalie disait que oui, lors de la période d'éviction, hein, pour les professionnels, il est aussi important de respecter à la maison aussi les gestes barrières, et aussi en revenant pendant au retour d'éviction aussi, pendant une semaine après l'éviction, C'est-à-dire de partager avec les ouais, collègues. de renforcer, oui, les gestes barrières, et éviter, oui, les moments collectifs avec les collègues, les repas avec les collègues, tous les moments sans masque, hein, comme les pauses cigarettes aussi.
collective. Donc ensuite, pour un patient Covid positif en établissement de santé, donc là aussi, les recommandations n'ont pas changé. Donc c'est la durée des précautions complémentaires est de 14 jours pour les patients symptomatiques non immunodéprimés, avec aussi 2 jours sans fièvre. Pour les patients immunodéprimés ou à risque de forme grave, la durée des précautions Covid recommandée est de 24 jours. Et pour les patients asymptomatiques, les précautions Covid sont recommandées pendant 10 jours. Donc en établissement médico-social, donc les résidents qui ont un schéma vaccinal complet, donc la durée des précautions Covid est de 7 jours. Et là aussi, elle peut être raccourcie à ramener à 5 jours si le dépistage est négatif à 5 jours avec 2 jours au moins sans symptômes. Pour les résidents non vaccinés ou qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, la durée recommandée des précautions Covid est de 10 jours. Elle peut être rapportée à 7 jours si il y a un dépistage négatif à 7 jours et aussi oui, en l'absence de symptômes depuis au moins 2 jours. Pour le suivi des contacts à risque, le dépistage par PCR est recommandé à J2 du dernier contact avec un résident Covid. Et en cas de cluster, c'est un dépistage hebdomadaire de toutes les personnes de l'établissement qui est recommandé. Donc les précautions complémentaires Covid, donc les éléments des précautions Covid, donc c'est la marche en avant, le port de protection oculaire, hein, des lunettes de protection dès l'entrée dans la chambre, et les tenues à usage unique à manches longues, hein, donc les surblouses qui constituent une protection lors des précautions complémentaires. Donc il y a quelques éléments à proscrire, hein, qui ont pu être observés. Donc c'est le port de surchaussures, hein, qui sont quelquefois encore demandés, hein, qui sont encore demandés au niveau de certains établissements. Le port du masque FFP2 en systématique, le port aussi des charlottes, hein, qui ont ici été demandées, hein, parfois au niveau de certains établissements qui nous ont sollicité. Également aussi le port de gants en continu qui est à proscrire, hein, dans les précautions Covid. L'usage aussi de détergents désinfectants non virucides, hein, aussi qui sont à proscrire, hein, donc et qui sont insuffisants, oui, dans, dans les mesures complémentaires pour la prise en charge de patients ou résidents Covid. Et donc, une hygiène des mains faite sur les gants aussi, hein, qui sont à proscrire, donc que ce soit par lavage ou friction hydroalcoolique. Euh, voilà, ça diminue en plus l'efficacité des gants, hein, en plus avec l'humidité. Ouais. Donc globalement, l'ensemble des mesures, hein, pour, euh, pour la prévention et aussi pour la prise en charge en cas de Covid, en présence de cas de Covid, c'est la vaccination, l'hygiène des mains, le port du masque chirurgical en continu, le bionettoyage renforcé, l'aération régulière des locaux et aussi la surveillance et la détection précoce des, euh, des cas infectés. Euh, donc voilà, on a vu en conclusion que les mesures en fait sont globalement inchangées au niveau de la prise en charge et des mesures de prévention. Il y a une grande nouveauté au niveau
de la vaccination, hein, qui est la vaccination automnale. Donc avec le variant Omicron qui a plusieurs sous-lignées. Donc les lignées BA5 et BA4 du variant Omicron, en fait, pour l'instant, ne constituent pas un élément inquiétant. Il y a pas eu de signal épidémiologique ou clinique particulièrement inquiétant au niveau du suivi par Santé publique France. Mais qui reste tout de même un élément de surveillance. Donc, pour l'instant, les mesures en fait de prévention sont globalement les mêmes. Et donc, il y a aussi la vaccination, hein, qui est importante, fortement recommandée euh, pour le personnel et les patients, pour la diminution de la circulation, hein, du virus. Là, on a vu aussi que c'était un variant où il y avait une diversification génétique assez importante. Et donc, la vaccination est une mesure assez essentielle, hein, pour limiter la circulation du virus et donc aussi limiter les probabilités que le virus mute et crée encore d'autres sous-variants ou même de nouveaux variants qui pourraient être potentiellement plus virulents, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ouais, alors donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ont posé des questions sur les dépistages hebdomadaires là en établissements médico-sociaux quand on a un cluster dans l'établissement et vous dites oui, on revient en arrière. Oui, alors on revient en arrière, c'est-à-dire que là, au vu de la situation épidémiologique actuelle, c'est-à-dire avec une très très forte incidence du virus, avec une couverture vaccinale qui est très faible, c'est-à-dire que là, les dernières doses chez vos patients ou vos résidents, elles datent il y a en tout cas plus de 3 mois pour les résidents et puis plus de 6 mois pour chez les patients. Donc en fait, eh bien, les patients et les résidents ne sont plus suffisamment protégés. Donc avec ça, avec un variant qui circule beaucoup, eh ben, on en arrive à la situation finalement où il y a un risque de gros clusters et c'est vraiment ce que vous observez dans vos établissements, hein, actuellement. Et donc en fait, pourquoi est-ce que on va de nouveau, enfin, on augmente un petit peu le niveau quant aux mesures qui sont demandées, c'est qu'en fait, c'est pas tant que le variant BA5 Omicron, il est plus virulent. Non, c'est pas ça, parce que quand on regarde les caractéristiques des patients qui sont hospitalisés en réanimation, elles n'ont pas évolué par rapport aux variants précédents. Ce sont toujours des personnes âgées, ce sont toujours des personnes avec des facteurs de risque. Donc, le variant BA5, il n'est pas plus virulent, mais par contre, il est beaucoup plus transmissible. Et le risque, comme l'a dit Jérôme, c'est que quand le virus circule énormément, eh bien, ce variant-là, il a une très grande capacité à muter. Donc, comme il circule beaucoup, il a toute la possibilité de muter. Et donc, le risque, c'est d'avoir un nouveau variant, mais cette fois-ci beaucoup plus virulent. Donc, c'est tout l'enjeu, en fait. Là, l'enjeu, ça va être de diminuer la circulation de ce virus. Pour ça, il y a 2 façons. C'est la vaccination. Et la vaccination avec les variants bivalents alors, les données quant à l'efficacité de ces variants bivalents, notamment sur le variant BA5, au jour d'aujourd'hui, les données, on n'a pas de données chez l'homme encore. C'est surtout des données expérimentales, chez des souris, chez des modèles, voilà. Mais par contre, ces données-là, elles montrent que la protection, notamment pour le variant BA5, eh bien, elle est plus importante avec les vaccins bivalents. Donc, en se vaccinant, on va diminuer la circulation du virus. En appliquant les mesures barrières, on va diminuer la circulation du virus. Et pourquoi on cherche à faire tout ça? Eh bien, pour éviter l'apparition
d'un variant plus virulent. Voilà. Pour les résidents, pour les personnes âgées, on sait quand même que c'est elles qui vont en réanimation parce qu'elles ont plus de facteurs de risque. Donc là, l'objectif de la vaccination, est de les protéger, par contre, ces personnes-là. Et les données scientifiques montrent qu'au bout de 4 mois, après une injection, l'immunité diminue. D'où là, la mise en place de cette dose de vaccin bivalent, alors qui n'est pas obligatoire, qui est recommandé, mais voilà les raisons en fait. C'est pour éviter l'apparition d'un variant qui est plus virulent. Alors, donc pour ça, il faut, on l'a dit, augmenter la vaccination qui est faible aujourd'hui, et puis éviter la circulation par l'application des mesures barrières, éviter les gros clusters. Pour éviter les gros clusters, c'est de faire du dépistage un peu plus large quand on a déjà 3 cas dans l'établissement pour vraiment faire l'état des lieux de la situation de l'établissement. Donc, et ça, c'est les recommandations de la SF2H qui dit ça, que plus on a une circulation de virus élevée, plus on va mettre des mesures, plus on va adapter les mesures et on va prendre de plus en plus de mesures pour éviter tout ça. Voilà. Et si on dépistait tout, on met les précautions plus vite et du coup, on arrête les choses plus vite. Et bon, vous savez qu'il y a en effet des formes qui sont asymptomatiques, mais même si on est asymptomatique, on va transmettre le virus, d'où aussi ce dépistage massif dans vos établissements pour dépister ces formes asymptomatiques, pour les détecter et puis mettre en place les précautions Covid chez ces personnes. Voilà. Mais on sait très bien que c'est lourd. Alors oui, la vaccination n'empêche pas forcément l'infection. Ça, c'est comme avant. Ça n'empêche pas. Par contre, ça empêche les formes graves. Donc, c'est quand même vraiment l'intérêt. Et puis, les données aussi ont montré que ça diminuait la transmission. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'intérêt de la vaccination. Empêcher les formes graves et diminuer la transmission en association aussi avec l'ensemble des gestes barrières, le port du masque correct, l'aération, le bio-nettoyage renforcé, enfin toutes ces mesures qu'on vous a présentées aujourd'hui. Les diapos, oui, elles seront sur le site du CEPIAS. Donc voilà. Alors, on a une question également. Alors, j'ai répondu dans le chat, mais je vais peut-être faire une réponse à tout le monde comme ça. Quelqu'un a demandé, oui, sur une des diapos, vous avez vu, on a barré le test antigénique. En fait, vraiment, les tests PCR sont beaucoup plus sensibles. Donc, quand vous pouvez privilégier les tests PCR, c'est une question de sensibilité. Bien sûr, vous pouvez utiliser les tests antigéniques. C'est pas le variant BA5, il est détecté avec ces tests antigéniques, mais les tests PCR sont quand même plus sensibles. Donc, essayez de privilégier, si vous pouvez, les tests PCR. Quels sont les risques concernant une personne qui aurait eu 2 injections à 10 jours d'intervalle? Alors là, c'est compliqué de répondre à cette question. Là, je pense que pour ce genre de choses, il vaut mieux vous retourner vers les infectiologues qui pourront vous indiquer vraiment la conduite à tenir. Est-ce qu'il y a une surveillance à faire chez ces résidents ou pas? Les résidents doivent porter des masques hors de leur chambre. C'est-à-dire qu'en période très active. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que là, étant donné qu'on est dans une période de circulation vraiment très, très importante du virus,
Eh bien, oui, c'est une des recommandations, si c'est possible, bien sûr. Essayez de nouveau de privilégier le port du masque par vos résidents quand ils sont en dehors de la chambre, quand ils sont en activité collective. Voilà, c'est oui, en effet, c'est de nouveau une des recommandations en cette période de circulation très importante. Oui, s'il y a des épidémies dans la résidence. Voilà. Et en tout cas, ça, il faudra d'autant plus le faire, en effet. Donc, ça sera vraiment très fortement recommandé à partir du moment où vous aurez un cas dans votre EHPAD ou dans votre établissement. Le dépistage de masse s'entend à J2 pour les résidents des 3 cas, mais ensuite, nous ne testons que sur symptômes. Bah, c'est pas les recommandations. En fait, les recommandations, alors, quand il y a un cluster, donc c'est à partir de 3 cas, eh bien, il est demandé de réaliser un dépistage hebdomadaire. Et tant que vous allez avoir des nouveaux cas sur ces dépistages, eh bien, de refaire la semaine d'après, de nouveau, un dépistage chez tous les résidents. Ça, on m'a déjà dit. Alors, Pour la personne qui a mis. on essaye de prendre les questions. Le nombre de doses de vaccins additionnels, on ne sait pas. Non plus. Non, ça, c'est des questions. C'est pas répondre. On arrive aux fêtes de Noël. Doit-on éviter les regroupements? Personnel masqué, pas les enfants. Alors, en IME. Il faut prévoir peut-être des... Alors, éviter, c'est peut-être pas la solution, mais alors, c'est vrai que il va falloir, c'est toujours comme toujours une balance bénéfice-risque. Donc, peut-être, si le port du masque, il est compliqué, peut-être essayer plutôt de respecter une distance entre les enfants ou essayer plutôt de faire des petits groupes. En tout cas, voilà, c'est sûr que le masque chez les enfants handicapés, c'est très, très compliqué. Donc, OK. Alors ensuite, la 4e dose va-t-elle être intégrée au pass vaccinal? Alors ça, nous, on n'a pas d'infos. Donc déjà, le pass vaccinal, il a été supprimé. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais si c'est le cas, si ça, eh bien, on reviendra, bien sûr, on fera une actu à ce moment-là pour vous expliquer les raisons de ce changement, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité en tout cas. Pourquoi? Nous, notre interprétation de ça, c'est que pour l'instant, ce variant-là, il n'a pas une virulence accrue par rapport aux autres variants. Donc, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire. Voilà. Et c'est une possibilité s'il y a des tensions RH. Il y a une question, si le professionnel est positif mais asymptomatique, il n'y a plus d'isolement à domicile. Non, ce n'est pas exactement ça. S'il y a des tensions RH, il peut ne pas être évincé. Oui, alors, les professionnels asymptomatiques ou paucisymptomatiques positifs
peuvent rester en poste, mais dans des conditions où on est en situation de tension en personnel. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais ce n'est pas la règle. Hein. C'est normalement, tout professionnel positif doit être mis en isolement 7 jours. Voilà. En cas de tension en professionnel, ce qui risque d'arriver hein, avec de nouveau cette circulation très importante du virus, et bien là, les professionnels asymptomatiques pourront rester en poste avec le respect des mesures barrières strictes. Voilà. Et alors, qui dit qu'elle ne trouve pas les diapos, c'est normal, c'est pas encore en ligne. Ah non, c'est pas encore en ligne, on va les mettre en ligne. Alors, oui, pouvez-vous repréciser la gestion des déchets Covid et d'ASRI? Alors, en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de modification. En fait, hein, vous avez vu, quasiment rien n'a été changé. Il n'y a pas de nouveau texte, il n'y a pas de... La seule chose qui change, en fait, c'est le variant et finalement la vaccination qui n'est plus obligatoire. Donc, du coup, on a moins de gens vaccinés, un variant qui est plus transmissible. Tout ça amène en fait à ce que l'on renforce finalement les mesures de prévention pour, je me répète, éviter l'émergence d'un variant plus virulent. Alors, donc du coup, la gestion des déchets, ça ne change pas. Les déchets, donc la question portait à la fois sur les déchets alimentaires et les EPI. Alors, pour les résidents Covid, les déchets alimentaires, c'est déchets d'ordures ménagères. Ça a toujours été. On ne met pas les déchets alimentaires d'un patient ou un résident Covid dans les DASRI. Non. Ça a toujours été en DAOM. Les EPI que l'on va utiliser pour la prise en charge d'un patient Covid, eux, ils seront à éliminer en DASRI. L'échange aussi. L'échange également. Mais voilà, donc il n'y a que les déchets alimentaires que l'on va éliminer en DAOM. J'espère avoir été plus claire par rapport à ma réponse dans le chat. Donc, alors, Covid égale 3e dose, où il faut faire la 3e dose pour les salariés en ESMS. Alors, est-ce que la question est qu'une infection remplace une dose de vaccin? Si c'est ça la question, eh bien, c'est oui, puisque de toute façon, après une infection, enfin, c'est oui. Non, c'est pas oui. Non, c'est pas oui. Il faut attendre 3 mois pour le... En tout cas, il faut attendre 3 mois après l'infection pour faire la dose de rappel automnal. Voilà, donc ça ne remplace pas. Les excrétas des patients Covid, c'est en DASRI. Si, c'est l'échange. Sinon, Oui, c'est des changes. Alors, je pose pas de questions, voilà, l'échange. Les excrétas, c'est l'échange, ouais. L'échange, et puis, ah oui, les sacs, excrétas, d'accord. Lors de la prise en soin de patients Covid, nous ne devrons plus avoir de charlotte et de surchaussures. Oui, surtout, pas de charlotte, pas de surchaussures. Ça c'est pareil, ça n'a pas changé. On ne porte pas de surchaussures pour la prise en charge des patients résidents Covid. Et voilà. Au niveau ménage, peut-on toujours utiliser les aspirateurs? Non. Alors, l'aspirateur, même qui est Covid ou pas, c'est pas recommandé. En effet, vous l'avez très bien mis, ça fait du brassage d'air, ça
de poussière. Donc non, l'aspirateur est complètement déconseillé dans les établissements de santé, qu'il y ait Covid ou pas Covid. Quel argument pour les surchaussures? Quel argument donne-t-on aux agents qui mettent les surchaussures? Alors, en fait, c'est... donc, si on met des surchaussures, c'est pourquoi? C'est pour... C'est parce qu'on a peur de marcher dans quelque chose de sale et de le transporter quelque part ailleurs. Et le problème, c'est que même si on fait le ménage, et même si... il y a toujours un moment de... Enfin, on ne va pas stériliser le sol. Alors, en fait, le sol, vous n'allez pas le toucher avec vos mains. Vous n'allez pas... ce qu'il y a sur vos chaussures, en général, elles restent sur vos chaussures. Donc, le sol, en général, le rôle du sol dans la transmission des agents infectieux, que ce soit le Covid ou pas le Covid, son rôle est très, très faible. D'accord? Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, les surchaussures, en plus, ça a un risque, c'est que quand on va les enlever, on va se contaminer les mains. Et donc, et ensuite, souvent, on oublie par contre sur les mains de faire des hygiènes des mains. Donc, c'est complètement contre-productif de mettre des surchaussures. Normalement, les professionnels, ils ont des chaussures adaptées à leur fonction. Ces chaussures-là, normalement, elles ne retournent pas chez eux et elles sont entretenues. Donc, il n'y a pas de risque de rapporter des micro-organismes de l'établissement à chez soi avec les chaussures. Par contre, il y a plus de risques à mettre des surchaussures, à se contaminer en ayant les surchaussures, en les enlevant, parce que là, on va manipuler ces surchaussures en les enlevant et après, on ne fera pas d'hygiène des mains. Après, le micro-organisme par des pieds. Pour la Charlotte, est-ce qu'on est sur le même argument? Oui, en fait, c'est pareil. L'important, en fait, vous voyez bien, c'est l'hygiène des mains, quoi. Parce que la transmission des micro-organismes, elle passe par quoi? Par les mains. Là, le Covid, c'est en plus les gouttelettes. Bon. Mais les gouttelettes, elles tombent elles tombent. Si on en a... donc, en fait, le risque qu'on en ait dans les cheveux, dans les cheveux, les micro-organismes, ils vont y rester s'il n'y a pas de porte d'entrée à ce niveau-là. La porte d'entrée du Covid, c'est quoi? C'est les muqueuses oculaires, les muqueuses nasales, oropharyngées, voilà. Mais les cheveux, non. Et les mains, non plus. Par contre, les mains, avec les mains, on touche tout. On touche les surfaces, les poignées de porte. Donc, oui, il faut se faire des hygiènes des mains fréquemment et puis les mains, alors là, par contre, on les porte à la bouche, mais hyper souvent. Donc, il faut faire des hygiènes des mains parce que c'est le mode de transmission principal. Les cheveux, non. Donc, pareil. Même argument, la Charlotte, voilà, se protéger les cheveux, c'est pas un mode de transmission, les cheveux, voilà, tout simplement. Schéma vaccinal complet s'entend dose de rappel comprise pour les personnes âgées. Alors là, c'est vrai que ça, c'est une très très bonne question et qu'on s'est posée. Et en fait, étant donné que cette dose-là automnale, elle n'est pas obligatoire, pour nous, elle ne rentre pas dans le schéma vaccinal complet. Ce qu'il faut surtout, à notre sens, prendre en compte pour évaluer le risque, c'est depuis combien de temps
le délai finalement de la dernière dose de rappel ou de l'infection, s'il y a eu infection. Voilà. Exposition possible. Et avec ça, on essaye de s'en sortir. On sait que pour les personnes de plus de 80 ans, 3 mois après une dose vaccinale ou une infection, l'immunité, elle diminue. C'est plutôt 6 mois pour les personnes de moins de 60 ans. Voilà. Donc, mais la définition du schéma vaccinal complet n'a pas évolué avec la dose automnale. En tout cas, pas au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'elle n'est pas obligatoire. Pour un soin rapproché avec un résident qui tousse avec impossibilité de garder le masque, point d'interrogation. Alors, vous voulez dire quoi? Non, mais pour quel EPI? C'est-à-dire, vous voulez savoir quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on porte comme EPI? Ou si vous pouvez préciser votre question, la personne qui a mis cette question dans le chat. Vous avez vu finalement, hein, alors oui, tout à fait. Ah, puisqu'on parlait de la Charlotte. Ben non, la Charlotte, si la Charlotte, non, il n'y aura pas, on ne va pas mettre une Charlotte chez un résident qui tousse et qui ne porte pas le masque. Hein, je vous ai dit, les voies de transmission, ce n'est pas les cheveux. Les modes de transmission, ce n'est pas les cheveux. C'est la bouche. Donc, le professionnel qui va porter un masque, il est protégé. Et on ne fait pas ses soins avec les cheveux. Donc voilà. Donc, pour un patient qui tousse, vous n'avez pas encore le diagnostic Covid, d'accord? Vous n'avez pas le résultat du test. Ben là, qu'est-ce qui va s'appliquer? Alors, donc, ça va être un patient suspect. Donc, dès que vous avez un patient suspect, ben, vous allez mettre en place les précautions complémentaires Covid. Mais vous avez vu finalement ce qui change par rapport aux précautions standards plus, c'est pas grand-chose. Ça va être la protection de la tenue, donc la surblouse, et les lunettes de protection. C'est tout. C'est tout ce qui va changer. Donc, et puis après, l'organisation des soins. Mais quand vous n'avez qu'un cas, bon ben voilà, de toute façon, il est suspect, donc vous allez le prendre en charge en dernier, quand on peut. D'accord? Mais finalement, voilà, de toute façon, ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Vous avez un patient, un résident qui présente des signes. Reste en chambre. Il est mis immédiatement en précaution complémentaire Covid tant que vous ayez le résultat du test. Il est positif, eh ben on est parti pour la durée des précautions complémentaires qu'on a vues. Il est négatif, eh ben on revient aux précautions standards. Non, ou précautions complémentaires. Plus. Voilà. OK. Dans ce cas-là, on ne met pas de FFP2. Non, le masque FFP2, c'est uniquement pour les gestes à risque d'aérosolisation. C'est uniquement ça. Voilà, ça a été bien montré que le masque FFP2, il est beaucoup plus difficile à bien porter et surtout que le masque chirurgical a une efficacité démontrée contre le SARS-CoV-2. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce qu'il y a quelqu'un qui donne les résultats de ce qu'il faut mettre dans le pays. Voilà, merci aux gens du chat qui répondent, qui nous aident à la réponse aux questions. Donc, bah oui. Alors nous, vraiment, au CEPIAS, voilà, c'était une de nos recommandations, la surblouse. Hein. Dès qu'un patient est suspect, c'est en systématique pour tout type de soins. Alors oui, il y a les. Alors voilà, c'est vrai que ça, c'est
la surblouse, plutôt surblouse ou tablier à usage unique, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a été longtemps discuté. Alors la mission Primo, mission nationale Primo, qui est vraiment spécifique aux établissements médico-sociaux, eux, ils préconisent la surblouse uniquement en cas de gestes rapprochés, enfin, quand il y a un risque de contact avec les liquides biologiques. Alors, nous, pourquoi on n'a pas fait ce choix en région centre? C'est vrai que la surblouse, eh ben, elle va protéger vos avant-bras. Et c'est vrai que de faire les avant-bras, hein, faire une hygiène des mains sur la totalité de vos avant-bras, c'est quand même pas facile. Donc voilà, on a privilégié la surblouse pour protéger les avant-bras. C'est vrai que quand on rentre dans une chambre, on ne sait pas forcément le type de soins que l'on va réaliser. On ne sait pas voilà, donc c'est pour ça que nous, au niveau de la région, on les avait mis. On avait décidé de positionner la surblouse en systématique. Ça protège encore plus la muscle. Voilà. Alors, quand il y a plusieurs patients Covid dans un service, il était possible de garder la surblouse pour plusieurs patients Covid et changer le tablier entre chaque patient. Est-ce toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Vous pouvez toujours réaliser ceci. Tout à fait, c'est toujours d'actualité. Voilà. Je pense que nous avons... Alors, donc il y a une personne qui pose une question. Il me semble indispensable de faire les rappels bivalents chez les résidents en EHPAD. Bah, oui, c'est vraiment indispensable de faire les rappels bivalents. Hein. Voilà, les données de la littérature montrent que quand même, il semble que ça soit plus efficace que les vaccins monovalents sur le variant qui circule, donc avec un taux d'anticorps plus élevé. Et là, on sait que l'immunité des résidents, elle est au plus bas, donc c'est vraiment important de faire cette vaccination avec les vaccins bivalents. Pour un entretien assistante sociale ou diététicienne, la surblouse est recommandée. Ça va durer longtemps, l'entretien, ça dure un moment. Donc chez les patients suspects ou oui. Si le patient est en précaution complémentaire Covid, oui. En tout cas, en région centre, nous, c'est ce qu'on préconise. Alors, le contact tracing pour les cas de grippe. Le problème, c'est que là, de toute façon, étant donné qu'on est dans une situation où il y a une co-circulation de grippe et Covid, et que les symptômes, au départ, c'est quand même assez compliqué de savoir juste avec les symptômes si vous êtes avec des cas de grippe ou pas. Oui, en effet, c'est bien de mettre en place ce contact tracing parce que vous ne savez pas quelle est votre étiologie au départ. Donc, vous allez chercher les contacts à risque et puis les dépister. De toute façon, vous allez être obligé de faire le dépistage Covid. Ça permet de les isoler pour éviter que ça se propage partout, quoi. Voilà, donc tout à fait. C'est voilà, mais écoutez, je pense que l'on a répondu à vos questions.
Si jamais il y a une question dans le chat à laquelle on n'a pas répondu, on s'en excuse d'avance, mais c'est vrai que du coup, vous en avez posé énormément. Donc, si vous n'avez pas eu votre réponse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail au CEPIAS, donc sur la boîte mail des secrétaires, Nathalie Brion ou n.brion@chu-tout.fr. Ou on va peut-être le mettre dans le chat. On va vous mettre les adresses mail et comme ça, vous pourrez les poser parce que c'est vrai que là, c'est on en a peut-être zappé, donc n'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie. On espère que cette actu a apporté quelques réponses et quelques arguments à donner à vos professionnels de santé. C'est vrai que voilà, on est de nouveau dans une phase épidémique avec en plus une circulation de la grippe. Donc voilà, ça va être, on risque d'avoir des moments un peu difficiles. Donc on espère qu'en tout cas, ces diapositives ont permis de vous ont aidé et puis on vous dit n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on est là pour ça. Et puis on vous souhaite à vous aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année, sans grippe et sans Covid si possible, sans gastro non plus. Voilà, et puis on vous tient au courant de l'actualité, on fera une actu si jamais il y a des nouveaux textes qui sortent. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée à tous et bonne Merci. fête. Au revoir, bon après-midi.